Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, retrouvez les moments forts de l'entretien entre notre président Charles d'Anjou et l'avocat et essayiste Ardavan Amir Aslani. Cet entretien, réalisé en juin dernier après les bombardements israéliens en Iran, remet en question le droit international. Je vous souhaite un très bon visionnage. Israël est aujourd'hui dirigé par un Premier ministre qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale, dont le pays fait l'objet aujourd'hui d'une procédure judiciaire devant la Cour internationale de justice pour fait de génocide, dont l'ancien ministre de la Défense est également sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crime de guerre. D'autres ministres, parmi les plus excités, comme Ben-Gvir, Smotrich, sont sanctionnés par des puissances occidentales. C'est ça le pays avec lequel, aujourd'hui, nous sommes en train de traiter maintenant. Chaque jour, le Premier ministre israélien se réveille et il se pose la question suivante: qui vais-je frapper aujourd'hui? Si vous regardez Israël et son entourage géographique, vous allez voir que tous les pays qui entourent Israël ont fait l'objet de frappes israéliennes. Que ce soit la tragédie humaine de Gaza, ou pas plus tard qu'hier, des personnes civiles qui espéraient simplement trouver du blé, trouver de quoi se nourrir, ont été frappées par des drones. Une cinquantaine de personnes ont été assassinées. Tous les jours, il y a des assassinats et des meurtres à l'encontre du peuple gazaoui. C'est incontestable. Nous sommes arrivés à un chiffre que j'ose même plus citer, 65 000 morts. 65 000 morts. Tous les jours. Chaque jour, il y a une centaine de Gazaouis qui sont assassinés. Il en va de même du Liban. Israël a envahi le Liban, plus de 6 000 morts. Israël, qui en tant que puissance d'occupation a un devoir légal, d'après le droit international, de protéger les territoires occupés et ses habitants, la Cisjordanie, ne cesse, si vous voulez, de faire des incursions, de faire des rafles, de procéder à des assassinats tous les jours dans la foulée, soit directement, soit en soutenant les forces réactionnaires colons qui sont sur place. Les Houthis ont été frappés par Israël. La Syrie, même après la chute d'Assad, l'arrivée au pouvoir de ce fou furieux ancien bras droit de l'État islamique en Irak et patron du front al-Nusra en Syrie, les mêmes qui ont vendu les chrétiens sur la place publique, les mêmes qui ont réduit à l'esclavage sexuel les zaïdites, etc. Alors que les États-Unis viennent de lever les sanctions internationales contre la Syrie et lever également les primes qui figurent sur sa tête, 10 millions de dollars sur la tête de Jolani, la veille de son arrivée à Damas. Ils ont frappé également la Syrie. Ils ont également frappé l'armée syrienne et l'ensemble des actifs militaires de la Syrie, le lendemain, entre guillemets, du départ d'Assad. Et j'en passe. Et maintenant, c'est le tour de l'Iran. Donc, nous avons affaire à un pays, si vous voulez, dirigé par quelqu'un qui a un regard particulièrement égocentré sur la région. Donald Trump est arrivé au pouvoir avec la promesse de mettre un terme à ce qu'il appelait les Forever Wars, les guerres éternelles, dans 24 heures le conflit russo-ukrainien, et également les conflits éternels au Moyen-Orient. Nous sommes aujourd'hui à plusieurs mois dans sa mandature, presque 6 mois. La guerre en Ukraine continue, il n'a pas pu l'arrêter, et il est en train d'amener les États-Unis dans un nouveau conflit, dans ces guerres éternelles au Moyen-Orient qu'il voulait éviter. Donc il fait l'inverse de ce qu'il a promis. Cette situation-là a engendré une division dans le camp MAGA, Make America Great Again, qui devait le soutenir. Les personnes que vous avez citées, comme Tucker Carlson, etc., aujourd'hui lui reprochent justement de faire le contraire de ce qu'il a promis et de partir dans un nouveau conflit. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a d'autres membres de son entourage qui le lui rappellent en disant qu'il risquait de perdre sa crédibilité auprès de sa base s'il devait embarquer les États-Unis dans un nouveau conflit. Surtout que ce conflit-là ne peut pas se régler que par voie aérienne. C'est impossible. C'est-à-dire que s'il va aller jusqu'au bout de sa logique, il faut qu'il déploie des troupes. Et là, l'histoire changera. Donc en fait, aujourd'hui, il fait le contraire de ce qu'il a promis, parce que je pense que le camp pro-israélien, qui est extrêmement puissant aux États-Unis, aujourd'hui a réussi à le convaincre que la question de la
dénucléarisation de l'Iran primait par rapport à sa volonté de ne pas embarquer les États-Unis dans un nouveau conflit militaire au Moyen-Orient. Je suis en relation avec des amis sur place, je suis en relation avec quelques membres de ma famille sur place, que j'essaye de joindre, avec qui je suis quasiment de manière quotidienne en relation, et ils me parlent d'un sentiment de peur, d'un sentiment de crainte, d'un sentiment de frustration et d'impuissance. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer, parce qu'ils n'ont pas de voiture. Il y a des personnes qui sont malades, ne peuvent pas se déplacer. Les femmes enceintes ne peuvent pas se déplacer. Les personnes âgées ne peuvent pas se déplacer. Les enfants bas âge ne peuvent pas se déplacer. Les embouteillages sont tellement horribles, si vous voulez, que tout simplement, des personnes qui n'ont pas la force physique ne peuvent pas se permettre de rester 20 heures dans un avion par 40 degrés à l'ombre, qui est la température locale à Téhéran. Donc je pense qu'il y a un décalage entre le discours soi-disant bienveillant des Israélo-Américains, des Israéliens et des Américains, et la réalité de leur comportement. Je pense qu'aujourd'hui, on habite dans un monde qui est bouleversé. On habite sur une planète aujourd'hui où le droit international n'existe plus, où c'est la jungle, où la puissance militaire, c'est la seule chose qui compte, où c'est la loi du fort qui l'emporte. Regardez la situation actuelle. Le droit international interdit l'agression d'un pays envers un autre. Israël arrive, bombarde, etc. L'Amérique va suivre Israël. Le droit international interdit le fait de frapper des sites nucléaires, quels qu'ils soient, d'après une résolution, si vous voulez, du Conseil de sécurité, au lendemain des frappes israéliennes, déjà à l'encontre des centrales de Saddam Hussein, en 81. Ils le font. Ils le font. Donc aujourd'hui, le droit n'existe plus. Au même titre que le droit n'existe plus, et au même titre qu'aujourd'hui, la seule chose qui est sanctionnée, c'est la puissance militaire, et la violence, et la brutalité, au même titre, les pays qui seraient disposés à lever les doigts ou à hausser le ton face aux autres n'existent pas. Vous savez, vous prenez les budgets de défense de tous les pays du monde, vous les rajoutez les uns aux autres, ce budget, in fine, est moins important que le budget américain, qui est proche de 1000 milliards de dollars. Le budget de la France, c'est 50 milliards. Et ça pèse 50 milliards ces 2 dernières années, avant c'était 40. On veut le passer à 100, on ne sait pas comment trouver l'argent. L'Amérique, c'est 1000 milliards. Donc qui va pouvoir affronter les États-Unis? Si vous regardez la Russie, par exemple, la Russie qui n'a jamais été une grande fidélité dans ses alliances, la Russie pense davantage à la guerre de l'Ukraine et espère pouvoir aboutir à un accord avec les Américains de manière à lever les sanctions, à ramener son pays dans les échanges internationaux et de récupérer le Lugansk, le Donetsk et la Crimée, peut-être qu'ils espèrent récupérer définitivement, et juridiquement reconnu. La Chine, qui dépend du marché américain pour assurer une certaine croissance de son économie, un maintien de la croissance, primera toujours et préférera toujours l'économie avec les États-Unis que le droit international et l'honneur de la relation internationale en haussant le ton sur l'Iran. Les pays arabes, n'en parlons pas. Les pays arabes, si vous voulez, qui, à mon sens, ont dépassé les limites de l'entendement sur la lâcheté face à la question de Gaza, se tairont parce que quelque part, ils se réjouissent même que le pays non arabe qu'est l'Iran, puisque l'Iran est un pays indo-européen, se fasse décimer. Parce que ces pays, notamment les pétromonarchies arabes du Golfe Persique, ont un complexe d'infériorité par rapport à l'Iran. Et leur crainte, c'est que le retour de l'Iran dans le concert des nations pourrait les faire basculer en tant qu'État de seconde zone, comme c'était leur cas à l'époque impériale, avant la révolution de 79. Aujourd'hui, le défaut d'existence de ce droit international et l'absence de la volonté des uns et des autres dans la communauté internationale de faire respecter ce droit fait qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Est-ce que vous imaginez une seule seconde si Poutine avait dit « Je sais où habite Zelensky, je vais le tuer ». Ça aurait créé une tollée. Le président américain dit « Voilà, je vais tuer un autre chef d'État ». On ne dit rien. Je vais l'envahir. Capitulation. Alors qu'il n'y a même pas d'état de guerre entre les États-Unis et l'Iran. Demain, ça peut nous arriver en France. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc s'il y avait une communauté internationale qui pense au lendemain de cette affaire, cette communauté doit penser d'abord à son propre sort, c'est son propre pays. Parce que si c'est ça la route que l'on prend, je peux vous dire que ça ne va pas s'arrêter avec l'Iran. Le monde, vous l'avez dit, l'ordre international est en recomposition. D'abord parce que le droit international n'est plus une boussole, n'est plus respecté, ne compte plus. Aussi parce qu'il y a l'émergence de ces BRICS, de ces pays qui
tiennent tête à l'ordre occidental. Mais tout ça, ça émerge, ça grandit avec la Russie, avec la Chine. L'Iran faisait partie d'ailleurs, une partie des pays du Golfe aussi. Mais en face, on voit que avec ce retour des néoconservateurs qu'on croyait, je dirais, partis assez loin depuis la fin du conflit en Irak et en Afghanistan, c'est un retour en force. Et finalement, on a une bipolarisation du monde, avec une Europe qui, évidemment, tend plus vers les néoconservateurs. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un point de tension qu'on n'a jamais connu, en fait, depuis la guerre froide. Vous avez pas raison, même au-delà, je dirais. L'affaire iranienne, si elle dérape, ça peut amener le monde vers une troisième guerre mondiale. Je ne suis pas certain que les Russes qui ont profité des drones et des missiles iraniens peuvent s'autoriser à ne pas aider l'Iran dans ce conflit-là. Ou les Chinois qui comptent sur les gisements miniers d'hydrocarbures en Iran peuvent laisser les champs pétroliers iraniens tomber entre les mains des Américains. Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, vous avez raison, ces néoconservateurs sont de retour. Et la politique que l'on voit aujourd'hui transposée au Moyen-Orient, c'était celle de George W. Bush père, où il parlait du New Middle East, le nouveau Moyen-Orient. Et c'est vers cela que l'on se rend. Mais rien n'est certain que ça va s'arrêter là, avec Israël. Israël occupe déjà une partie de la Syrie au-delà du Golan, occupe une partie du Liban, occupe la Cisjordanie, occupe aujourd'hui une partie de Gaza, et fait chanter la Jordanie avec la question de l'eau. Où va s'arrêter ce pays? Pourquoi pas continuer? Pourquoi pas vouloir réduire tout le Moyen-Orient au rang d'État commis ou d'État inféodé? C'est le chemin qu'ils prennent.